Les rayons tièdes du soleil traversaient les frondaisons des platanes du parc Monceau, à l'orée d'une paisible banlieue parisienne. Des enfants riaient sur les balançoires, des parents discutaient, des promeneurs flânaient avec leurs chiens. L'air était doux, chargé de l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et du parfum entêtant des roses. Assis sur un banc, Jamal Anderson, 15 ans, laissait son regard dériver. Il attendait patiemment que sa mère vienne le chercher. C'était son petit rituel du week-end, un moment de calme avant de rentrer à la maison. Jamal était un adolescent réservé, élève studieux au collège Émile Zola. Son sourire timide et son allure posée lui valaient la sympathie de ses camarades et des enseignants. Il aimait la tranquillité de ce parc, l'atmosphère rassurante et les souvenirs heureux qu'il évoquait. Mais cet après-midi-là, la quiétude fut soudain déchirée par une voix forte et autoritaire. « Faites-le partir d'ici immédiatement !» hurla une femme d'une quarantaine d'années, élégamment vêtue, le doigt pointé vers Jamal. Les mots claquèrent dans l'air comme un fouet, glaçant le silence alentour. Les conversations s'interrompirent, et les regards convergèrent vers la scène. La femme tenait son téléphone d'une main tremblante, son visage crispé par une colère féroce. « Il est là depuis une éternité. Il traîne. Cet endroit n'est pas pour des gens comme lui. » Sa voix vibrait d'un mélange de mépris et de peur feinte, les mots soigneusement choisis pour paraître civiques. Elle s'appelait Catherine Meunier, une habitante des beaux quartiers de Sceaux, connue pour son implication dans les associations de voisinage et ses manières impeccables. Jamal la regardait, interdit, incapable de comprendre la violence de ses accusations. Lui qui ne faisait que patienter, qui n'avait parlé à personne, se voyait soudain désigné comme une menace. De l'autre côté de la pelouse, des couples interrompaient leur promenade, des mères retenaient leurs enfants par la main, curieuses et inquiètes à la fois. La rumeur de l'incident commençait à se répandre. Catherine, la mâchoire crispée, portait à son oreille son téléphone et composa fébrilement le numéro des urgences. « Allô ? Oui, il y a un garçon noir assis seul sur un banc. Il a un comportement suspect, il observe les familles, envoyez une patrouille rapidement, je vous en prie. » Ces mots, déguisés en préoccupation, respiraient la peur de l'autre, la crainte irrationnelle d'un jeune garçon dont la seule faute était d'être là, noir et silencieux. Jamal sentit un poids glacé envahir sa poitrine. Il baissa les yeux sur ses mains jointes, se souvenant des conseils répétés de sa mère, « Si jamais on t'accuse, reste calme. Ne bouge pas trop vite. Montre-leur que tu n'es pas une menace. » Alors il resta immobile, les paumes tournées vers le ciel. Il inspira profondément, tentant de faire taire les battements affolés de son cœur. Quelques minutes plus tard, le vrombissement d'une sirène fendit le calme du parc. 3 véhicules de la police nationale franchirent la grille, gyrophares allumés, attirant une nouvelle vague de regards. Les agents descendirent rapidement, leurs bottes martelant les allées gravillonnées. Le sergent Mercier, un homme solide à la moustache grisonnante, s'avança. Catherine se précipita vers lui, gesticulant avec véhémence. « C'est lui !» cria-t-elle, le doigt toujours pointé vers Jamal. Il rôdait autour des enfants, il est là depuis des heures. Le sergent la calma d'un geste et se tourna vers Jamal, dont les yeux brillaient d'une panique muette. « Carte d'identité, s'il te plaît, » dit-il d'une voix qui se voulait poser. « Je n'ai pas ma carte. Je n'ai que 15 ans. J'attends juste ma mère, monsieur l'agent. » Ces mots étaient tremblants, mais il se força à les prononcer clairement, comme sa mère le lui avait appris. Les policiers échangèrent un regard. Catherine, elle, ne lâchait pas prise. « Je vous dis qu'ils traînaient. On ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire. » Il sonnait comme une gifle. Jamal sentit une chaleur désagréable monter à ses joues, il savait qu'elle ne parlait pas seulement de lui, mais de tous ceux qui lui ressemblaient. Le sergent soupira et jeta un coup d'œil aux agents qui l'entouraient. L'un d'eux, un jeune policier au regard fuyant, posait la main sur la crosse de son arme, par réflexe. Jamal baissa la tête, refusant de croiser ce regard hostile. C'est à ce moment-là qu'un grondement discret se fit entendre. Le moteur d'une voiture, approchant à vive allure. Une berline noire freina brutalement sur le gravier, et la portière s'ouvrit avec fracas. Une grande femme en tailleur sombre descendit, ses cheveux bruns tirés en un chignon impeccable. Ses talons claquaient sur les pavés alors qu'elle s'avançait, chaque pas résonnant comme un défi. C'était Linda Anderson, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre, et mère de Jamal. Elle traversa la foule silencieuse, ignorant Catherine et ses balbutiements,
jusqu'à se planter devant son fils. « Jamal, ça va ?» demanda-t-elle d'une voix calme, posant une main rassurante sur son épaule. Son regard, plein d'une autorité tranquille, fit aussitôt taire les murmures autour d'eux. Jamal hocha la tête, les yeux humides, sans un mot. Le soulagement d'être enfin reconnu et protégé lui serrait la gorge. Catherine, vexée par cette interruption, redressa la tête, prête à reprendre son discours moralisateur. « Madame, je faisais juste mon devoir de citoyenne. Cet adolescent, il dérangeait. » Mais Linda ne lui accorda même pas un regard. Ses yeux se posèrent sur le sergent Mercier. « Monsieur le sergent », commença-t-elle d'une voix ferme, puis posée. « Je suis la juge Linda Anderson. Et ceci est mon fils. Quel est donc le motif de cette intervention musclée ?» Mercier, soudain conscient de la gravité de la situation, se racla la gorge. « Madame la juge, nous avons reçu un appel concernant un comportement suspect. » Linda leva la main pour l'interrompre. Ses yeux brillaient d'une indignation froide. « Comportement suspect ? Être assis sur un banc en attendant sa mère est-il maintenant considéré comme suspect ? » Son ton, parfaitement maîtrisé, laissait transparaître un mépris à peine voilé pour la bêtise de la situation. Catherine, elle, commençait à réaliser qu'elle avait peut-être commis une erreur. Mais l'orgueil la tenait encore droite. Linda Anderson s'avança d'un pas, son regard balayant la petite foule. Il est temps de mettre les choses au clair. Le silence retomba sur le parc Monceau, lourd et chargé de tension. Les passants, jusqu'alors simples témoins, comprenaient qu'il assistait à un moment bien plus grand qu'une banale altercation. Le parc Monceau, habituellement tranquille, était devenu le théâtre d'un affrontement silencieux entre deux conceptions du monde. Catherine, malgré le trouble perceptible dans ses yeux, s'accrochait à ses justifications. Jamal, lui, restait immobile, les mains toujours visibles, comme un rappel muet qu'un simple geste pouvait tout faire basculer. Linda Anderson se redressa, son allure digne d'une avocate aguerrie. Elle se tourna vers le sergent Mercier. « Dites-moi, sergent, quelle menace mon fils représentait-il, exactement ? Parce qu'il me semble qu'il n'a fait qu'attendre, sans importuner personne. » Mercier, pris au piège entre l'appel alarmiste de Catherine et l'autorité indiscutable de Linda, se racla la gorge, mal à l'aise. « Madame la juge, on nous a signalé un comportement suspect. Nous devons répondre à ce genre d'appel. » Linda haussa un sourcil, croisant les bras. Répondre, oui. Mais pas au prix de l'humiliation gratuite. Je veux une copie de cet appel et des rapports établis. Je demanderai à la préfecture d'ouvrir une enquête. Les mots résonnaient comme un verdict. Catherine blêmit. Elle commençait à percevoir la gravité de ces accusations, bien plus lourdes maintenant qu'elles étaient prononcées face à une juge. Mais j'ai juste voulu protéger les familles. Insista-t-elle d'une voix moins assurée. Cet adolescent, je ne savais pas ce qu'il faisait. Linda la fixa droit dans les yeux, son regard implacable. Vous avez vu un adolescent noir sur un banc et vous avez choisi de l'ériger en menace. Vous avez appelé la police, non pas parce qu'il y avait un danger, mais parce que vos préjugés vous ont dicté qu'il devait en représenter un. Un murmure parcourut la foule. Certains sortaient leur téléphone pour filmer, capturant chaque mot, chaque intonation. Catherine se mit à trembler légèrement, serrant son sac à main comme un bouclier dérisoire. Le sergent Mercier, conscient du poids de la scène, tenta de reprendre la main. « Nous faisons notre travail, madame la juge. Nous devons prendre en compte chaque signalement. » Et quand ces signalements sont motivés par des préjugés, répondit sèchement Linda. Est-ce toujours « faire votre travail » ou est-ce que cela devient de la complicité ? Ces mots claquèrent dans l'air, comme une gifle. Les policiers échangèrent un regard, certains baissant les yeux. Même Jamal, qui jusque-là s'était senti si vulnérable, releva la tête, soutenu par la force tranquille de sa mère. « Vous savez, Catherine, dit Linda, sa voix soudain plus douce, mais plus incisive encore. Vos mots ne sont pas anodins. Ils pèsent lourd, bien plus lourd que vous ne l'imaginez. Parce que vos accusations auraient pu tourner au drame. Un seul geste mal interprété, un seul policier trop nerveux, et mon fils aurait pu payer le prix fort. » Catherine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Linda inspira profondément, posant une main rassurante sur l'épaule de Jamal. « Aujourd'hui, c'est mon fils. » Mais combien d'autres adolescents vivent ces moments chaque jour,
sans que personne n'élève la voix pour eux. La foule semblait suspendue à ses lèvres. Un silence lourd, presque solennel, régnait dans l'air du parc. Même les oiseaux s'étaient tus. Puis Linda se tourna de nouveau vers les policiers. « Vous avez un devoir, sergent. Pas seulement de maintenir l'ordre, mais de le faire sans discrimination. J'espère que vous en êtes conscient. » Le sergent hocha la tête, c'est très marqué par l'inconfort. « Oui, madame la juge. Nous allons nous assurer que tout soit fait correctement. J'y veillerai personnellement, » conclut Linda. Elle se retourna enfin vers Catherine. « Quant à vous, je vous conseille de réfléchir longuement à ce que vous avez provoqué aujourd'hui. Parce que vos peurs injustifiées auraient pu coûter très cher. » Catherine ne répondit pas. Son visage était livide, et son silence en disait plus long que ses mots. Linda posa une main ferme sur l'épaule de son fils. « Allons-y, Jamal. » Alors qu'il s'éloignait, la foule s'écarta respectueusement. Certains filmaient encore, d'autres restaient pétrifiés, comme si le temps s'était figé. Jamal, les jambes un peu tremblantes, jeta un dernier regard au banc où tout avait commencé. Il comprit que ce qu'il venait de vivre n'était pas seulement un incident isolé. C'était le reflet d'un problème bien plus profond, qu'il faudrait encore longtemps combattre. À peine rentrée chez eux, Linda Anderson s'enferma dans son bureau. La maison familiale, un pavillon cossu aux murs tapissés de livres, respirait la sérénité. Mais à l'intérieur de Linda, une tempête grondait. Elle sortit son ordinateur portable, ouvrit un nouveau document et commença à consigner chaque détail de l'incident au parc Monceau, les mots de Catherine, la réaction des policiers, l'angoisse dans les yeux de Jamal. Chaque phrase était pesée, chaque mot soigneusement choisi. Elle savait que ces notes serviraient de base à une plainte officielle. Jamal, quant à lui, était monté dans sa chambre. Il s'était assis sur son lit, encore secoué. Son esprit ressassait la scène encore et encore, les regards inquisiteurs, les policiers, la peur glaciale qui avait serré sa poitrine. Il se sentait à la fois soulagé d'être rentré et honteux de cette peur qu'il n'avait pas su contrôler. Linda frappa doucement à sa porte. « Tu veux parler ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Jamal hocha la tête. « Maman, pourquoi ? J'ai rien fait. » Elle entra et s'assit près de lui. « Je sais, mon chéri. Ce n'est pas toi, c'est eux. Ce sont leurs préjugés qui ont parlé, pas tes actes. » Elle lui prit la main, la serrant dans la sienne. « Mais ce qui compte, c'est que tu n'as pas perdu ton calme. Tu as été fort. Et je vais me battre pour que jamais plus tu n'aies à te justifier pour ta simple présence. » Ces mots, même s'ils ne chassaient pas complètement la douleur, réchauffaient un peu son cœur. Pendant ce temps, la vidéo de l'incident, filmée par plusieurs témoins, avait commencé à circuler sur les réseaux sociaux. En quelques heures, elle devint virale. Les images montraient un adolescent noir immobile, cerné par des policiers, et une femme en tailleur noir le défendant avec la détermination tranquille d'une lionne. Les commentaires affluaient. « Regardez cette juge, elle ne lâche rien. C'est toujours pareil, dès qu'un noir est assis quelque part. Respect à cette maman qui a tout dit. » Des journalistes locaux prirent contact avec Linda pour obtenir des interviews. Mais elle refusa poliment. Pas encore. Il fallait d'abord que la plainte soit déposée, que les procédures suivent leur cours. Au commissariat de Sceaux, le sergent Mercier rédigeait son rapport. Il était nerveux. Il savait qu'il avait été dépassé par la situation. Et il sentait que cette affaire allait remonter bien au-delà de son petit bureau. De son côté, Catherine Meunier se murait dans un silence lourd. Ses voisins, qui avaient tous vu la vidéo, la regardaient désormais avec une distance glaciale. Elle comprenait que ce qu'elle avait cru être un simple appel à la prudence avait des conséquences bien plus larges. Linda, elle, ne comptait pas en rester là. Dès le lendemain, elle prit rendez-vous avec le directeur de la police municipale. Dans le grand hall carrelé de l'hôtel de ville, elle entra, droite et déterminée. « Monsieur le directeur », commença-t-elle d'une voix ferme, « je suis ici pour m'assurer que ce qui s'est passé ne reste pas sans suite. » Le directeur, un homme sec au costume impeccable, hocha la tête, déjà mal à l'aise. « Madame la juge, l'affaire a pris une ampleur inattendue. Nous ferons une enquête interne, bien sûr. » « Non, pas seulement une enquête, » répliqua-t-elle. « Je veux des mesures concrètes, formation obligatoire des agents à la discrimination raciale, révision des procédures d'intervention sur la base d'appels douteux.
Et je veux que la fausse déclaration de cette femme soit traitée avec le sérieux qu'elle mérite. Le directeur s'humecta les lèvres. Il savait qu'il avait en face de lui une juge respectée, dont la parole pesait lourd. Très bien, madame la juge. Nous allons mettre en place ces mesures et vous tiendrons informés. Linda le remercia d'un signe de tête, puis sortit du bâtiment. Dans la lumière de l'après-midi, elle inspira profondément. Elle savait que ce n'était qu'un premier pas. Mais elle sentait au fond d'elle que c'était un pas nécessaire. Quelques jours plus tard, la plainte officielle déposée par Linda déclencha une onde de choc dans la petite ville de Sceaux. Les autorités annoncèrent l'ouverture d'une enquête interne sur la gestion de l'incident au parc Monceau. Les médias locaux s'en emparèrent, évoquant le courage de Linda Anderson et la dignité de Jamal, devenus malgré eux les symboles d'une lutte trop souvent invisibilisée. Catherine Meunier, confrontée à l'évidence de ces actes, reçut une convocation au tribunal pour « dénonciation calomnieuse ». La nouvelle laissa ses voisins stupéfaits. Elle, qui s'était toujours présentée comme une citoyenne modèle, voyait désormais ses certitudes vaciller. Linda, elle, ne se contenta pas de la plainte. Elle rencontra également les associations locales œuvrant pour l'égalité et la justice sociale. Ensemble, ils mirent en place des ateliers de sensibilisation aux préjugés, ouverts à tous les habitants de la ville. Ces rencontres, riches en échanges, commencèrent à briser le silence autour de la discrimination quotidienne. Lors de la première réunion, Catherine, contrainte par la justice à participer, se tenait droite, les mains crispées sur son sac. Elle écouta les témoignages de jeunes hommes et femmes, des histoires qui résonnaient étrangement avec celles de Jamal. Peu à peu, ses épaules s'affaissèrent, et ses yeux se remplirent de larmes qu'elle ne chercha pas à retenir. À la fin, elle se leva, la voix tremblante. Je comprends enfin. Et je suis désolé. » Jamal, qui assistait à la session, la regarda avec une expression neutre. Ces mots, pourtant, portaient un poids immense. « C'est un début, dit-il simplement. Mais rappelez-vous que pour nous, ce n'est pas un atelier. C'est notre vie. » Son intervention fut saluée par des applaudissements discrets, comme un écho à la gravité de la vérité qu'il venait de rappeler. Linda, quant à elle, poursuivit son combat au-delà de la salle de réunion. Elle rencontra les élus locaux, exigeant que les forces de l'ordre reçoivent une formation obligatoire pour éviter la répétition de tels incidents. Ces mots résonnaient à l'hôtel de ville, portés par une détermination inébranlable. Le respect de la loi doit être le même pour tous. Sans cela, il n'y a ni justice ni paix. Peu à peu, des changements commencèrent à se faire sentir. La police municipale révisa ses procédures, les habitants du quartier abordèrent différemment les discussions sur la diversité et la tolérance. Et Jamal, lui, reprit confiance. Au collège, il participa à un débat sur l'égalité des chances. Pour la première fois, il raconta son histoire devant ses camarades. On m'a pris pour un danger parce que je suis noir. Mais aujourd'hui, je refuse de laisser la peur dicter ma vie. Ces mots frappèrent fort. Ses professeurs l'encouragèrent à s'exprimer davantage, à utiliser sa voix pour porter celle de tous ceux qui, comme lui, avaient été réduits au silence. Un soir, à la table du dîner, Linda posa sa main sur celle de son fils. « Je suis fier de toi, Jamal. Tu as transformé quelque chose de profondément injuste en un moteur de changement. » Il lui sourit timidement. « C'est toi qui m'as montré comment. » La nuit était tombée sur Sceaux, mais dans cette maison, la lumière d'une conviction nouvelle brillait. Jamal comprit qu'il n'était plus seulement la victime d'un préjugé. Il était devenu un acteur du changement. Et tandis qu'il fixait le ciel nocturne par la fenêtre de sa chambre, il sut que ce combat, il le mènerait toujours. Pas seulement pour lui. Pour tous ceux qui, un jour, avaient été réduits à une couleur de peau ou à un soupçon injustifié. Car dans ce simple après-midi au parc Monceau, un combat bien plus grand avait commencé. Un combat pour la justice. Un combat pour la dignité.